dans cette bataille, quel est le pire cauchemar de la Russie, que c'est quelque chose de bien plus petit mais de bien plus mortel que les chars ou les missiles, en esquivant les défenses et en attaquant Moscou, les dépôts de munitions et les infrastructures critiques, le drone kamikaze UJ-22 sème le chaos là où il est le plus nécessaire. Pour le Kremlin, il est à la fois un message et une arme. Il n'y a pas d'endroit sûr, mais pourquoi ce drone représente-t-il une menace si persistante et pourquoi la Russie n'est-elle pas en mesure de l'arrêter? Les solutions révèlent une arme si intelligente qu'elle change le champ de bataille et confronte Poutine à un cauchemar qu'il n'aurait jamais imaginé. Bien que les Ukrainiens aient déjà attaqué des cibles à Moscou avec des drones, leur plus grande attaque à ce jour a eu lieu le soir du 10 novembre 2024. Dans les environs de Moscou, les Russes ont déclaré avoir détruit au moins 34 drones. Moscou n'a pas été la seule cible de l'attaque, qui a également interrompu des dizaines de vols et blessé plusieurs personnes non impliquées. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir intercepté 84 drones au total. Selon l'état-major ukrainien, l'une des cibles des attaques était un dépôt de munitions à Bryansk, à environ 380 km au sud-ouest de Moscou. Cet incident a montré que les drones de l'Ukraine pouvaient frapper des cibles dans une vaste zone du territoire russe. Le fait que l'attaque de l'Ukraine ait réussi soulève toutefois une question intéressante. Pourquoi aucun des drones de l'Ukraine n'a-t-il réussi à franchir la défense aérienne compte tenu de l'importance de Moscou? Le système de défense aérienne de Moscou est divisé en deux niveaux, le S-50M qui comprend les S-300PM2 et S-400 ainsi que l'arme antiaérienne automotrice Pantsir et le système de défense antimissile stratégique à 135M. Les puissants radars de ces couches de défense sont toutefois conçus pour détecter les avions et les missiles qui s'approchent. En revanche, les drones ukrainiens sont difficiles à détecter par les radars en raison de leur petite taille, de leur vitesse lente et des matériaux qui les composent. De nombreux drones sont fabriqués en plastique et certains des plus grands modèles sont uniquement propulsés par de minuscules moteurs métalliques. Bien que leurs matériaux réduisent leur signature radar, ces drones ne sont pas vraiment camouflés. Lorsqu'il s'agit de drones, le système Pantsir est généralement la solution privilégiée. Plus de 300 drones ukrainiens ont été détruits par des systèmes Pantsir. Toutefois, il a également eu du mal à identifier les drones ukrainiens. Les systèmes radars doivent surmonter les interférences typiques qui se produisent dans les environnements urbains, ce qui pourrait rendre difficile la distinction entre les drones et les autres objets. De grands oiseaux volants ont été pris pour cible par erreur par des systèmes russes. La Russie doit également faire face aux problèmes rencontrés par l'Ukraine avec les drones Shahid, fabriqués par l'Iran qu'elle a acheté. Dans une guerre d'usure, il est inefficace d'utiliser des missiles coûteux pour abattre des drones bon marché. C'est pour cette raison que les Ukrainiens ont commencé à utiliser des canons antiaériens traditionnels contre les Shahid pour soutenir l'effort de guerre. La Russie a également déplacé certaines de ses installations de défense aérienne plus au sud de Moscou. Il y a une pénurie, comme le montre l'installation d'équipements de défense aérienne sur les toits des bâtiments de la ville. En janvier 2023, les sanctions rendront plus difficile le remplacement des armes livrées au front. Bien sûr, l'Ukraine n'a pas révélé le lieu de ces attaques de drones, mais il est probable que ces agents russes les ont utilisés contre des cibles spécifiques dont ils avaient déjà connaissance. L'Ukraine a prouvé à maintes reprises qu'elle était capable de mener des actions de sabotage loin en territoire ennemi. Le service de renseignement militaire ukrainien, le GUR, a récemment utilisé cette tactique fin septembre pour endommager un dragueur de mines. Il est possible que leurs agents aient été actifs avec les petits drones FPV qu'ils utilisent avec beaucoup de succès sur le front. Toutefois, pour percer les systèmes de défense aérienne multicouche, il est indispensable de disposer de plusieurs options. Heureusement, les Ukrainiens disposent d'un grand nombre de drones à longue portée qu'ils peuvent utiliser depuis leur propre territoire pour attaquer des cibles au plus profond de la Russie. Dans ce contexte, la récente attaque à Moscou soulève la question de savoir qui l'a menée. Nous pouvons commencer par l'Airborne, une version domestique de l'UJ-22. Ce drone ressemble à un minuscule avion. L'UJ-22, qui est à la fois un drone d'attaque et de surveillance, pourrait être confondu avec des avions que l'on voyait dans le ciel pendant la Première Guerre mondiale. Sa caméra de 64 mégapixels fournit à ses opérateurs des transmissions d'images en temps réel à des fins de reconnaissance. En mode d'attaque, le drone peut être équipé de bombes non guidées largables pesant jusqu'à 20 kg ou d'une ogive pour agir comme un appareil kamikaze. Les types de bombes comprennent jusqu'à 4 obus de mortier de 82 mm ou 6 obus adaptés au RPG-7. Le drone a une portée de 800 km et peut voler jusqu'à 6 heures. Son envergure est de 4,27 mètres et sa longueur de 3,66 mètres.
Ce drone a déjà été utilisé par l'Ukraine en mars 2022. Le 30 mars, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant la destruction d'un UJ-22 par le système de défense aérienne russe Pantsir. L'UJ-22 pourrait avoir été impliqué dans l'attaque du 10 novembre car il bombarde Moscou depuis au moins février 2023. Les équipages de drones ukrainiens ne se contentent toutefois pas de présenter leurs idées dépassées. Parmi eux, un autre drone à longue portée est très apprécié, nous le présentons, l'AQ-400 SIT. Son fuselage ressemble à une caisse et ses ailes sont disposées en tandem. Avec une portée maximale de 750 km, il est moins performant que l'UJ-22 mais peut transporter une charge utile allant jusqu'à 32 kg pour une mission typique et 70 kg si les Ukrainiens veulent éliminer une cible à une distance plus courte. L'AN-196 Leati a toutefois un concept similaire mais un design différent. Si vous pensez qu'il s'agit d'un drone turc Bayraktar TB2, vous n'avez pas tout à fait tort. Ce drone a une capacité de charge utile de 50 kg. L'une des principales armes de l'unité de drones ukrainienne liée au GUR, dont la mission est de frapper de manière ciblée sur le territoire russe, est le Leati. En septembre, cette unité a attaqué un dépôt de munitions à Toropets, situé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Selon les Ukrainiens, cet arsenal contenait des missiles Iskander, des bombes planantes et des munitions d'artillerie. On pouvait voir les tirs à des kilomètres à la ronde. Ce drone a une portée d'au moins 375 miles, comme en témoignent les images de l'AN-196 abattu le 10 novembre, qui ont confirmé qu'il avait été utilisé lors de l'attaque contre Moscou. Mais choisissez l'UJ-26 Beaver si vous devez atteindre des cibles à grande distance. Ce drone a une portée de 620 miles et peut transporter 44 livres de fret. En décembre 2023, ce drone est entré en production de masse après son lancement. Sa vitesse de croisière maximale est de 125 miles par heure. Le Beaver a été utilisé à plusieurs reprises par les Ukrainiens pour attaquer Moscou. Une attaque contre des gratte-ciel à l'été 2023 et peut-être même une attaque contre le Kremlin lui-même sont des exemples de tels cas. Avec une portée moindre, le Beaver est en fait la version ukrainienne du Shahed 136. Par rapport au Shahed, il a été vaincu par un autre rival ukrainien au printemps dernier. Une autre conception nationale avec hélice est l'A-22 Foxbat. Ce drone est très probablement une version de l'aéropracte ukrainien A-22 Foxbat Ultralight. Vous avez donc raison de penser qu'il ressemble aussi à un vieil avion à hélice. Les Ukrainiens ont transformé cet avion, normalement destiné au vol de loisirs, en un véhicule aérien sans pilote UAV télécommandé pour des missions à très longue portée. Pour les pilotes de drones ukrainiens, il pourrait s'agir d'une nouvelle forme de loisir. Ce drone, contrairement à l'Airborne, semble être une arme kamikaze spécialisée. Si une plus grande portée est effectivement nécessaire, on préférerait être un commandant ukrainien. Ce drone a frappé le 2 avril 2024 une usine de Djelabuga au Tatarstan qui aurait fabriqué des drones de style Shahed. Cet homme est plus que capable de frapper Saint-Pétersbourg ou Moscou puisque la frappe a eu lieu à 870 miles derrière la ligne de front. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il est derrière l'attaque de l'usine Shahed? Eh bien parce que cela a été bien documenté sur vidéo, elle a un profil distinctif, l'Ukraine a toutefois d'autres stratégies et si la mission nécessite quelque chose de plus rapide, il est possible que les Ukrainiens aient été empêchés d'utiliser des missiles de croisière conventionnels, mais quelle était la solution? On transforme un drone en une sorte de missile de croisière. Nous présentons l'UJ-25 Skyline. Ce drone à réaction a fait ses débuts sur le champ de bataille en décembre 2023 lorsqu'il est entré en collision avec le toit d'une maison dans la ville de Boudjansk, occupée par la Russie. Comme l'UJ-25 est toujours un drone kamikaze, celui-ci a un aller simple. L'UJ-25 est une évolution de l'UJ-23 Topaz. Selon Ukrajet, le Topaz peut voler jusqu'à 800 km/h, atteindre une vitesse de croisière de 600 km/h et a une autonomie d'environ 400 km/h. Selon Warzone, le Skyline actualisé peut atteindre Moscou car il a une portée 2 fois supérieure à celle de son prédécesseur, tant la forme du Topaz que celle du Skyline laissent penser que ces drones sont particulièrement camouflés. Cela est dû à l'entrée en creux sur le dessus et au bord de la carlingue qui entoure le fuselage. Outre les nouveaux drones, les Ukrainiens ont également démontré leur volonté de réutiliser du matériel obsolète datant de la guerre froide. Au début de la guerre, de petits drones étaient utilisés en combinaison avec des obus anti-chars soviétiques. Début 2024, des avions russes, dont de précieux AWACS, ont été abattus par des systèmes de défense antiaérienne S-200 de l'époque soviétique utilisés de manière offensive.
Qui aurait pensé que l'Ukraine pourrait également utiliser des véhicules aériens sans pilote datant de l'époque soviétique? Dans les années 1970, le drone Tu-141 a été utilisé pour la première fois comme avion de reconnaissance. Il peut voler jusqu'à un 0 km. Ces drones sont certes énormes, avec un poids de 7 tonnes, mais ils peuvent voler jusqu'à 960 km/h grâce à leur propulsion à réaction. Bien que l'Ukraine ne les utilise que depuis 2014, les forces de défense ont reconnu ces géants comme une source pratique de missiles de croisière provisoires pouvant voler aussi bas que la limite des arbres ou aussi haut que 20 0 pieds lorsque l'attaque majeure a commencé. Le 5 décembre 2022, ces drones ont été utilisés pour la première fois avec succès comme missiles de croisière. 2 d'entre eux ont touché 2 bases de bombardiers situées à 480 km à l'intérieur du territoire russe. Toutefois, étant donné que seuls 152 de ces véhicules aériens sans pilote ont été fabriqués entre 1979 et 1989, ils ne seraient probablement utilisés que contre les principales cibles que les services de renseignement ukrainiens estiment avoir une forte probabilité de toucher. Le Palinitsia est un autre drone lance-missile détenu par l'Ukraine. Le président Zelensky a publié les premières images de ce drone le 25 août 2024 et a déclaré le même jour que l'arme avait été utilisée avec succès au combat pour la première fois. Le drone pourrait avoir fait partie des armes qui ont attaqué la base aérienne de Savoslaïka le 14 août, même si Zelensky a indiqué que le 24 était la date de lancement. L'attaque s'est produite à 413 miles de la frontière avec l'Ukraine. Le drone n'est qu'un missile de croisière léger et a été nommé d'après une variété de pins ukrainiens. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur le drone, il s'agit très probablement d'un projectile propulsé par un turboréacteur d'une portée de 500 à 700 km et portant une ogive d'environ 20 kg. Oleksandr Dmitriev, qui conseille le commandant des forces terrestres des forces armées ukrainiennes en matière de drones et de technologie de l'information, a déclaré qu'il combinait dans une méthode apparemment unique la portance, le contrôle électronique et la technologie des moteurs à réaction. Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, affirme que le Palinitsia coûte moins d'1 million de dollars US. Bien qu'il soit moins cher qu'un missile de croisière standard, l'Ukraine n'utilisera probablement cette arme qu'avec parcimonie, car elle est toujours plus chère que les autres drones. Par conséquent, chacun de ces drones pourrait avoir été impliqué simultanément dans l'attaque actuelle contre Moscou, à l'exception du Leati, dont la présence a été confirmée. Le fait que l'Ukraine dispose d'autant de drones est un signe positif de l'état de son secteur de drones. L'attaque du 10 novembre n'était très probablement pas un accident, au milieu des accusations des services de renseignement américains selon lesquelles 3000 troupes nord-coréennes seraient stationnées en Russie. La Russie et la Corée du Nord ont signé la nuit précédente un nouveau pacte de défense mutuelle et une alliance stratégique globale. Il y a d'autres endroits où les Nord-Coréens sont formés et Washington a averti qu'ils seraient les bienvenus en cas de visite en Ukraine. En ce qui concerne l'attaque de drones par l'Ukraine, la Russie n'est pas restée inactive. Le soir même, elle a envoyé 145 drones en direction de l'Ukraine. L'Ukraine a affirmé en avoir abattu 62. La ville stratégique d'Odessa était l'une des cibles de l'attaque russe. Après avoir totalement ignoré le problème avant le conflit, la Russie s'est vue contrainte de reconnaître la menace croissante des drones ukrainiens. Afin de surveiller ce qui se passe dans les airs, la municipalité de Moscou a interdit les vols de drones civils en mai 2023 et la police de Saint-Pétersbourg a depuis mis en place une unité anti-drone. Bien que la Russie indique travailler sur des armes laser et à micro-ondes pour étendre son système de défense aérienne, il est peu probable qu'elle soit utilisée dans un avenir proche. Bien qu'il soit difficile de trouver des données fiables dans un pays autoritaire comme la Russie, le centre Levada, qui suit l'opinion publique en Russie, a récemment révélé que 54% des personnes interrogées étaient favorables à des pourparlers de paix immédiats, tandis que 38% y étaient opposés. L'opposition généralisée à de nouvelles vagues de mobilisation a également contraint Poutine à recourir plus souvent à des mercenaires étrangers pour combler le déficit créé par l'augmentation du nombre de victimes en Ukraine. Pour s'assurer que tout continue à se dérouler sans accroc, le gouvernement de Poutine a ressenti le besoin d'agir également contre les voix d'opposition. Cependant, selon le sondage Levada, seuls 20% des participants ont déclaré que la Russie devrait faire des compromis avec l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Malgré le fait que de plus en plus de Russes souhaitent la fin de la guerre, ce point de données montre qu'ils ne sont pas prêts à abandonner le pays qui a été gagné par l'opération militaire spéciale. Il est également difficile pour Poutine d'abandonner ce territoire, car cela reviendrait à admettre que son peuple a souffert
perd inutilement. Sa légitimité auprès de son peuple, qui a tacitement accepté sa domination dictatoriale pour obtenir la sécurité et des avantages matériels, serait terminée. Cela explique pourquoi la cause de l'Ukraine est si dépendante des attaques de drones contre Moscou. Attaquer régulièrement les villes les plus grandes et les plus puissantes de Russie et démontrer aux citoyens qu'il n'est pas en mesure de les défendre est la meilleure approche pour retourner l'opinion publique contre Poutine et la guerre. Depuis Joseph Staline, aucun dirigeant autoritaire n'a gouverné la Russie aussi longtemps que Vladimir Poutine. Selon les rapports, Staline affirmait qu'1 million de morts n'était qu'une statistique et qu'un mort était une tragédie. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il ait dit cela, Poutine l'a pris personnellement et le général britannique Sir Roland Walker a averti que la Russie pourrait perdre jusqu'à 1,5 million de soldats dans les années à venir. Mais les citoyens des centres de pouvoir de la Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg ne s'inquiéteront pas tant que ces pertes seront hors de vue et de mémoire. La meilleure chance de l'Ukraine de gagner le conflit est de les mettre davantage mal à l'aise. Aux grandes dames compréhensibles de Kiev, les partenaires occidentaux de l'Ukraine n'ont pas été d'une grande aide pour réaliser cela. La capacité de l'Ukraine à échapper de manière créative à son carcan opérationnel s'est toutefois accrue. Depuis le début, l'Ukraine utilise des drones pour infliger des dommages qui n'étaient auparavant possibles qu'avec des armes bien plus coûteuses, avec des armes bien moins chères que d'autres chars ou des missiles anti-chars ultramodernes comme le Javelin. Elle a décimé la flotte de chars autrefois redoutée de la Russie. Les drones en mer et dans les airs ont en grande partie détruit la flotte russe de la mer Noire et non les autres navires, les sous-marins ou les missiles anti-navires. Les pilotes de drones ukrainiens sont si habiles à cibler les officiers de haut rang de l'armée russe, et ce à un coût bien inférieur à celui d'un missile de précision ou même d'un obus d'artillerie. Il ne devrait donc pas être surprenant que l'Ukraine ait été en mesure de remplacer de plus en plus les missiles de croisière par des drones. Le président Zelensky a donné la priorité au secteur de la défense du pays afin de produire 1 million de drones FPV début 2024. L'Ukraine était déjà en passe de dépasser cet objectif en février, avec l'intention de finalement mettre fin à la guerre dans des conditions bien plus favorables qu'elle ne peut l'accepter aujourd'hui. L'industrie des drones de l'Ukraine pourrait avoir un objectif encore plus ambitieux en 2025. Produire suffisamment de drones pour menacer continuellement Moscou et Saint-Pétersbourg de la même manière que les drones russes Shahed ont menacé les villes ukrainiennes. Comment pensez-vous que la guerre des drones en Ukraine va évoluer? Faites-nous part de votre opinion dans la section des commentaires. Si vous souhaitez recevoir d'autres analyses militaires d'experts militaires, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime.